Avant d'aborder notre troisième film, qui est Inception, nous devons vous prévenir d'une chose. Le format que nous allons utiliser pour parler du film diffère légèrement de ce que nous faisons d'habitude. Il faut savoir que l'épisode 3 est considéré par nous deux comme étant l'épisode maudit, et ce pour de multiples et diverses raisons. Et Inception fait partie d'une de ces raisons. Donc ne vous étonnez pas si cela est différent. Nous avons pensé que cela serait le format le plus adapté pour parler du film, tout en partageant nos deux avis singuliers. Ouais, parce qu'on en a bavé quand même, mine de rien. Alors, je vais faire quand même une petite présentation de film pour remettre les choses en place. Donc, Inception, sorti en 2010, écrit et réalisé par Christopher Nolan, avec une bande originale composée par Hans Zimmer. Au casting, des noms qu'on ne présente plus, notamment DiCaprio, Marion Cotillard, Elliot Page, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt et notre très bien aimé Cillian Murphy. Oh là là. Donc c'est un film qui aurait pris plus de 10 ans à Nolan pour l'écrire, avec des influences très fortes, notamment Matrix des Wachowski, Paprika de Satoshi Kon, ou encore des œuvres littéraires comme Alice au pays des merveilles ou les romans de George Louis Borges. Waouh, pardon, désolé, hein, c'est un massacre. Donc c'est un film qui a remporté 4 Oscars, dont l'Oscar du meilleur montage sonore, meilleur mixage sonore, meilleure cinématographie et meilleurs effets visuels. Je pense que tout le monde l'a vu, mais je fais quand même un rapide petit synopsis. Donc un voleur qui s'approprie des secrets d'entreprise à l'aide d'une technique de partage de rêves se voit contraint d'effectuer la tâche inverse, soit implanter une idée dans l'esprit d'un PDG pour revoir ses enfants. Donc ses enfants à lui, pas les enfants du PDG. Voilà. Merci pour cette précision. Non, mais le synopsis, je viens de m'en apercevoir, est un peu... Bref, c'est pas grave. Oui, t'inquiète, t'inquiète. De toute façon, je pense que tout le monde l'a vu. Je Hein. pense que ouais, tout le monde l'a vu. Alors, Inception. Moi, c'est un secret pour personne. Inception est compliqué. Pour ma part, il m'a fait plusieurs visionnages et encore plus de temps pour écrire cette analyse. Et comme Tenet, Inception, c'est un peu une histoire de cycle, un cycle infini où le début et la fin se confondent. Pour faire très simplement, pour moi, Inception est l'histoire d'un personnage hanté par une promesse. Une promesse simple, basique, commune, mais d'une force et d'une puissance redoutables. Une puissance qui transcende le temps, l'espace et la réalité elle-même. Interstellar, toi-même, tu sais. Cette promesse, c'est une promesse que Cobb a fait à Mel lors de sa demande en mariage. Un rêve que Cobb avait qu'ils puissent vivre et vieillir ensemble. C'est une promesse d'une éternité à deux, appliquée mot à mot et à la lettre par Cobb durant tout le film. Seulement, il y a un problème. Je pourrais continuer en fait cet argumentaire en vous dévoilant toutes les ficelles narratives du film qui montrent le deuil comme fil rouge et que cette promesse empêche le personnage de Cobb de faire son deuil. Comment? Très rapidement. Tout d'abord, en brisant l'interdit comme quoi on ne peut faire des rêves à partir de souvenirs. Que cela conduit Cobb à être hanté par ses souvenirs dans ses rêves et notamment sa femme, et que cela altère sa vision de la réalité et l'empêche donc de tourner la page. Et que finalement, même si le film est un immense braquage, c'est surtout sur le voyage d'un homme dans son subconscient qui, aidé par Ariane et les événements, va faire son deuil en faisant la paix avec sa promesse. Le problème de cela, en fait, c'est que c'est pas une analyse. C'est une explication de texte. Une explication de film, pardon. C'est certes instructif car le film est complexe, mais cela n'est pas intéressant. En fait, vous pourrez aisément la retrouver sur Internet. Et pour moi, on touche ici aux limites du film et de l'écriture de Nolan. Car l'idée, c'est que malgré que le deuil soit, je trouve, central dans le film, il nous est, en tant que spectateur, impossible d'interpréter le film au-delà de ce qu'il raconte. Alors, pardon, certes, je vais me contredire avec un exemple où le film traite un peu du mythe d'Orphée et d'Eurydice, où Orphée, dans Inception, plutôt que de chercher Eurydice dans les enfers, il plonge dans les rêves et les limbes, non pas pour trouver sa femme, mais tout simplement pour faire son deuil. Mais au-delà de cet exemple, je trouve que le scénario du film nous ouvre à aucune autre interprétation. Tout simplement parce qu'en fait, Nolan nous donne les clés de sa compréhension de son film et que c'est à nous, spectateurs, de retrouver ces clés dans toute la complexité de la narration du film. En fait, il n'y a rien de plus. Rien dans le film qui pourrait nous laisser penser que le film raconte autre chose. Mais je crois qu'une personne ici présente n'est pas trop de mon avis. Rita, que penses-tu d'Inception? Je suis d'accord et pas d'accord avec ce que tu dis. Donc, je suis d'accord pour la partie où tu parles du deuil. Et pour moi, c'était tout le problème avec le film d'Inception. Par rapport à la thématique, j'ai pas de problème avec le film en lui-même, mais par rapport à la thématique, je trouvais que, en faisant mon analyse, pour moi, c'était de l'explication et c'était pas, j'arrivais pas à atteindre, on va dire, la dimension au-dessus
qui me permettait de faire une analyse qui soit pertinente et qui soit pas juste une redite ou une sélection d'éléments du film en mode bon, regardez ici il se passe ça et puis là il se passe ça et puis là il se passe ça. J'arrivais pas en fait à trouver cette façon d'interpréter le deuil chez le personnage qui soit plus intéressante que simplement des constatations. Parce Tout à que pour moi, le deuil n'est pas le centre enfin, comment dire? Pour moi, le deuil, ce n'est pas le centre de Inception, mais c'est le centre émotionnel du film. Et je trouve que c'est pas la véritable essence du film. Pour moi, le film, il parle de la façon dont nous percevons et expérimentons la réalité. Même si la partie sur le deuil, elle est capitale parce qu'elle définit clairement le vécu du personnage de Cobb, ainsi qu'une certaine façon de percevoir la réalité chez lui, que ça nous permet en fait de comprendre ses motivations et tout, je pense que la fin du film, pour moi, la fin d'Inception vient poser la question centrale de toute l'intrigue. Et c'est quelle est la différence entre la réalité et le rêve. Avec cette toupie qui tourne encore et encore sans qu'on sache si elle va vraiment s'arrêter un jour, pour moi, Nolan, il laisse la question en suspens afin que le spectateur, on va dire, investigue sur cette problématique. Donc en fait, qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que le rêve et quelle est la différence de perception entre les deux? Pour moi, c'est ce qui nous ramène d'une certaine façon à la question de la manière dont la réalité peut être manipulable. Donc on le voit avec le principe même de l'Inception, où on va implanter une idée profondément dans le subconscient de quelqu'un afin de le mener à agir comme cela nous arrange. Ce que Nolan fait exactement ici avec nous en tant que spectateurs. Pour moi, il y a clairement la disposition méta du film, parce que Nolan, il fait une Inception avec nous. Au fond, il nous plonge dans les rêves avec eux de plus en plus profondément et il nous met cette idée dans la tête. Donc, une idée qui, pour moi, plutôt liée à Cobb et à sa femme, au fait, est-ce qu'il va revoir ses enfants et tout, mais c'est pour moi le même processus qui arrive au spectateur. Et pour moi, même l'idée, en fait, du rêve, donc de la matière du rêve, est tout à fait manipulable. Donc, au final, qu'est-ce que c'est la réalité? Donc, Cobb et les autres, ils circulent de rêve en rêve, mais au final, ça nous pose la question de qu'est-ce qui définit que la réalité, c'est la réalité. Parce que dans les rêves, on sort dans les rêves, je parle de leurs rêves à eux, hein. Donc, quand ils se plongent dans un rêve, ils sentent la douleur de la même façon, ils y meurent véritablement, on perçoit des sensations physiques, on perçoit de l'émotionnel exactement de la même manière. Donc, pour moi, une piste de réponse à cette question, parce que je ne vais pas faire une analyse, vu que c'est pas du tout la thématique, c'est pas du tout la thématique, mais pour moi, une piste de réponse sur la différence entre rêve et réalité, c'est peut-être en fait la question du temps, qui en plus est une des thématiques, si ce n'est la thématique, qui guide pour moi tous les films de Nolan. Donc dans les rêves, certes, on a un temps qui se dilate, mais également il n'y a pas de passé ni de futur. Donc comme il le dit, c'est une sorte de temps présent où le personnage de sa femme peut ressusciter, parce qu'elle n'est jamais vraiment morte au final, dans ses rêves. Elle est toujours là, elle existe. Et au fait, où il n'y a pas d'entrée linéaire. Donc comme il le dit, on n'entre pas dans les rêves, on arrive directement, enfin on n'a pas une entrée classique dans le rêve, on arrive en fait directement à l'intérieur. Voilà, on tombe directement dedans, quoi. Voilà, exactement. On tombe dedans de but en blanc et on est incapable de se souvenir comment on y est entré. Et au final, ce que je trouve intéressant avec cette idée, et donc l'idée du temps, c'est que c'est très lié en fait à la mort. Le temps et la mort, au final, c'est deux concepts qui, je trouve, sont assez, peut-être pas semblables, mais qui fonctionnent en fait. Enfin, qui fonctionnent bien ensemble, on va dire. Et c'est sûrement ce qui donne pour moi plus de profondeur au scénario de Nolan. L'idée, c'est que c'est pas juste un film de casse, parce que là, on se serait retrouvé avec, je pense, juste un film de casse un peu cérébral et tout, mais on aurait eu, pour moi, un peu le même problème qu'on a dans Tenet, soit le problème de l'émotionnel dans le film, ce qui fonctionne très bien dans Interstellar, parce qu'on voit bien que l'émotionnel est autant important que les concepts qui sont présentés dans le film, que la philosophie du film et que tous les autres aspects. Oui, donc l'idée, c'est que c'est pas juste un film de casse, mais qu'il y a une vraie détermination et un vrai traumatisme du protagoniste. Donc oui, Cobb est coincé dans une phase de déni et de culpabilité qui l'empêche de faire son deuil. Mais pour moi, c'est dur de parler du deuil sans parler de la manipulation de la perception sensorielle de Cobb, qui se retrouve bloqué dans une illusion. Donc on a notre thématique, en fait. On a un personnage qui est bloqué dans l'illusion. Mais l'illusion, pour moi, elle fait directement référence à toute la structure du film, qui est la structure de qu'est-ce que c'est la réalité. Pourquoi, quand on est dans cet état-là, on n'est plus dans la réalité? Pourquoi, quand on est dans le rêve, on n'est plus dans la réalité? Et donc, en fait, on ne peut pas parler, pour moi, que du processus de deuil en lui-même, parce que c'est trop restrictif. Et d'ailleurs, on le voit même à travers la musique, avec le thème principal qui est lié aux apparitions du personnage de sa femme, qui est donc le... Donc Edith Piaf. Non, je parlais pas de celui-là, je parlais vraiment du thème de Hans Zimmer. Pardon, je me suis mal exprimée. Ah oui, oui. Donc vraiment, ok, qui est ok. le... Je sais pas, ça devrait être s'appeler Main Theme... Oui, je crois que c'est Time. Enfin, je sais plus comment il s'appelle, bref. Mais c'est le thème vraiment de Moll et Cobb, qui est en fait le thème qu'on entend aussi à la toute fin
Donc quand Mal n'est plus présente et que lui, il retourne voir ses enfants et que la toupie continue de tourner. Donc pour moi, Mal, elle incarne vraiment la question de qu'est-ce que c'est la réalité par le biais de la mort. En fait, par le biais de sa mort, par le biais du processus du deuil, pour moi, on a la question de qu'est-ce que c'est la réalité. Et on le voit dans le dialogue qu'elle tient à Cobb avant de se jeter dans le vide. Elle dit, mais qu'est-ce qui vient après la vie? En gros, elle vient questionner ce que c'est la réalité. Et est-ce que, en fait, Oui, mourir, c'est j'ai le pas... dialogue sous les yeux, si tu veux. Elle dit: «Avoue-le, tu ne crois plus qu'il existe une réalité unique. Alors choisis de vivre ici, choisis-moi». Voilà, Et après elle dit: «Et si tu faisais fausse route, si c'était moi qui suis dans le c'est réel?» ça. Et on n'a aucune certitude de savoir qu'elle dit faux ou qu'elle dit vrai. Parce que la fin du film, elle ne résout rien. Au final, qu'est-ce qui vient après la vie? Et est-ce que les morts ne sont pas pour autant plus réels parce qu'ils n'habitent plus le monde de la même manière que les vivants? Ou est-ce que la réalité, elle ne s'arrête pas après la mort? Enfin, c'est des questions auxquelles on n'a aucune réponse. Et auxquelles Nolan, pour moi, ne donne aucune réponse non plus. Mais on n'a aucune certitude que le personnage de sa femme a tort. Et c'est pour ça que pour moi, les deux concepts sont beaucoup trop intriqués pour qu'on puisse vraiment détacher et parler que du deuil, sans parler en fait de toute la structure même du film et de toute la complexité de la structure du film. Voilà, je sais pas si c'était clair. Si, mais moi j'ai toujours pensé en fait que le questionnement de la réalité, c'était pas un effet secondaire du deuil, mais je pense pas que ce soit central parce que tu te dis qu'est-ce qui définit que ce soit la réalité ou pas, mais dans le film, il met en place des règles intrinsèques du OK, ça c'est la réalité, OK, ça c'est la fiction. Et typiquement, on le sait à la fin du film qu'en fait, quand ils sont dans les limbes, c'est pas la réalité quoi. Parce que déjà, un, ils sont allés dans les limbes, deux, dans les limbes, tu vieillis jamais. Quoique si. Ah, si, vieillissent pour. Ah oui, Saito, il vieillit. Ah merde! Ah! Mais c'est pour ça que je te dis, tu ne peux pas savoir. Et pour moi, je veux que la personne qui sait me réponde, parce que c'est une vraie question que j'ai. Mais pour moi, il n'y a aucune manière dans le film d'être certain qu'ils sont dans la réalité. Bon, en fait, j'ai l'impression que quelqu'un, genre Cobb, a possédé ton esprit, a fait une inception dans ton esprit pour que, comme Mel, et pas Mal, désolé, tu questionnes Mais non, elle la... s'appelle Maul. Non, ça s'appelle Mel. Dans la version française, ça s'appelle Mel, ok? Non, mais à mon avis, enfin, tu questionnes la réalité, tout comme le personnage de Mel questionne la réalité dans le film. Et parce que c'est pas la vraie question. Pourquoi Christopher Nolan fait tout un film sur cette réalité-là, tu vois, pour au final nous donner une même pas réponse et laisser le doute planer? Parce que si les choses étaient si simples, en mode la réalité c'est ça, tu vois, le film n'existerait pas. C'est son bouquet final, c'est son petit kiff de fin, c'est pour mettre une inception chez le spectateur. Mais pour moi, l'idée que Mel questionne la réalité, c'est pour vraiment mettre en place toute la culpabilité de Cobb. Et le fait qu'en plus, cette culpabilité a entraîné la mort de sa femme, c'est l'idée que son deuil va presque jamais pouvoir le faire, quoi. C'est pour ça que questionner la réalité, pour moi, ça reste quand même un à côté. Ça reste un à côté parce que Mel, elle meurt et que ça, c'est bien réel et que Mel, dans les souvenirs, ça reste que des projections de Cobb. Donc ça, on en est sûr et c'est pas une autre réalité, comme le dirait probablement Mel. Je sais pas, parce que pour moi, on tombe en fait dans des vraies questions métaphysiques. Quand on voit les œuvres de Nolan, pour moi, on comprend quand même que il fait pas juste les choses pour mener un récit correctement. Enfin, quand il fait Interstellar, pour moi, il y a des vrais questionnements. Enfin, il travaille avec des physiciens, il travaille avec... Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas juste Ouais. des questions dansées en l'air. Le cinéma de Nolan, pour moi, c'est du cinéma philosophique, c'est du cinéma... Et je pense que je peux le dire même sans trop prendre de risques. Moi, c'est du cinéma spirituel d'une certaine façon. Parce que les questions auxquelles il va toucher, c'est des questions métaphysiques, c'est des questions d'humanité, c'est des questions d'existence. Ça va toucher à quelque chose qui est pour moi de l'ordre d'une sorte de spiritualité. C'est pour ça que je suis pas... Oui, il y a tout ça, effectivement. Mais le problème, c'est que ça n'empêche pas de raconter une histoire simple. C'est pas parce que le Coco est bien documenté, parce qu'il expose, comme je suis d'accord avec toi, tous ces questionnements. Pour moi, ça reste quand même une histoire relativement simple, comme Tenet, en fait. Tenet, il nous fait vendre, entre parenthèses, une fausse complexité. Mais quand tu analyses à plat le film, il est d'une simplicité épatante. Et je pense que Inception est un peu le papa de Tenet, quoi. Dans le sens où Nolan, de par son écriture, il essaie de nous mettre plein d'infos à la tronche. Alors, accroche-toi pour les choper et pas faire pause à chaque dialogue. Hein. Mais pour moi, il nous balance plein d'infos. Mais inévitablement, quand tu recolles toutes les pièces du puzzle, comme dans le jeu de memory, dans Samoa, tu arrives à comprendre véritablement tout l'enjeu du film. Et le questionnement de la réalité, c'est juste
un truc en plus qui permet, certes, de dire tout ce que tu dis, mais de mettre une dose de confusion et d'interroger les spectateurs sur tout ce qu'ils questionnent et tout ce qu'ils voient dans le film. Mais si tu suis le fil rouge du film, tu arrives à comprendre très aisément de quoi parle le film. Oui, je pense qu'il y a juste une dimension peut-être un petit peu plus... Enfin, pour moi, je ne dis pas que le film ne parle pas de deuil, Oui, je sais. mais je pense que ça va plus loin que ça. Et que juste voir le film comme une histoire simple, c'est dommage parce que les sujets qui y sont traités sont beaucoup plus complexes et enfin, je trouverais presque absurde en fait de prendre un sujet aussi complexe pour y donner une réponse aussi simple que ça. Mais ok, mais du coup, je vais te poser une question. Est-ce que l'analyse que tu parles ne serait pas juste une projection venant de toi? Parce que quand tu regardes même Interstellar, c'est une histoire relativement simple. Elle passe par 4000 virages de complexité et tout, mais c'est une histoire relativement simple en soi. Ouais. Donc du coup, pour moi, tous les films de Nolan, en fait, c'est une histoire simple dans un développement compliqué. Oui, Et tu regardes ça, c'est le cas de Memento. Quand tu dissèques Memento, bah, en soi, c'est relativement simple, hein. Pareil pour... merde, le film de magicien, là. ah, le prestige. Le Prestige, pareil, c'est une histoire simple, dans un développement complexe. Et j'ai l'impression que c'est le dada de Nolan, en fait, de nous perdre, Bah, spectateurs, dans une histoire remplie de détails, de complexité, pour au final, au cœur, raconter une histoire très émotionnelle, mais très simple. je suis pas trop d'accord. Moi, je suis pas trop d'accord parce que pour moi, les films de Nolan, c'est. Pour moi, il fait des films comme. On va dire, il fait des films à la hauteur de la vie, tu vois. Quand tu regardes la vie et que tu regardes ses concepts, ok, ça t'a l'air très simple, mais quand toi-même, en tant que protagoniste de ta vie, tu le vis sur le moment, avec les sensations, les choses incomprises, juste le scénario de ta vie qui ne fait aucun sens, les temporalités qui sont compliquées et tout, tu vois, tu le vis d'une manière qui est compliquée. C'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même une apparente simplicité dans le contexte, certes, ou dans l'environnement peut-être qu'il choisit. Mais pour moi, c'est pas juste une simplicité comme ça. Parce que la manière dont toi tu le vis quand tu es plongé dans le film comme en fait un des protagonistes, c'est là que tu te rends compte à quel point les choses sont peut-être plus complexes, ont un prisme peut-être plus grand en fait, que simplement les choses elles sont de cette façon et puis point barre. Bah, peut-être que tout simplement, Nolan ouvre la porte à... je sais pas comment dire, mais pour moi, ces films, ils sont pas tellement interprétables parce qu'ils sont très quadrillés. Mais peut-être que dans toute la complexité, ça permet d'ouvrir des portes pour une relecture différente des spectateurs. Comme toi, je sais pas. Peut-être, oui. Mais bon, moi je continue quand même à penser qu'il y a plus derrière ce film que juste le deuil et potentiellement le fait qu'il m'ait fait douter sur ce que c'est la réalité. Enfin, dans le sens où les questionnements que je pouvais avoir sur la réalité, ils dataient d'avant Inception et d'avant Nolan. Et justement, je trouve que Nolan parvient à mettre le doigt sur quelque chose qui peut-être a été un questionnement qui a touché énormément de gens juste dans leur vie personnelle. Et c'est ça qui fait que ces films sont intéressants et qui sont d'une certaine façon universels aussi. Mais du coup, une question. Tous les questionnements de la réalité que Nolan pose dans l'univers de son film, est-ce que cela te permet, enfin, pas te permet, mais est-ce que cela te t'aide, pas t'aide non plus, mais à questionner la réalité telle qu'on la vit aujourd'hui, nous? Bah, la réalité telle qu'on la vit aujourd'hui, tu vois, moi je la questionnais déjà, mais c'est vrai que quand tu vois à travers le biais d'un film que c'est questionné, en plus c'est très très bien questionné parce que cinématographiquement, ça te donne des perceptions que toi tu ne pourrais pas avoir simplement dans ta réalité classique. Et pour moi, ça te permet de prendre le problème que tu avais déjà, tu vois, et de le retourner et potentiellement d'y trouver une autre facette. Donc d'autres réponses ou qui vont te mener à d'autres questionnements. Mhm. Je t'avoue que je suis un peu perdu là. En fait, pour moi, ce que je me demande, en gros, c'est est-ce que toute la mythologie, voilà, autour du questionnement de la réalité que met en place Nolan dans son film, en tout cas, moi, ma personne, ça me permet pas de transposer ça dans ma vie et du coup, d'arriver à me questionner sur la réalité. Mais après, c'est deux façons d'appréhender le monde. Toi, comme moi, on a deux façons d'appréhender le monde, c'est peut-être pour ça aussi. Mais à aucun moment, le questionnement de la réalité qu'instaure Nolan dans son film, moi, je me le pose dans ma vie réelle parce que je trouve qu'il est très bien quadrillé, très bien construit et très bien fermé, à savoir avec des règles implicites, en mode, bon, regardez le film, hein, je vais pas tout lister, hein. Mais pour moi, c'est, en gros, il instaure des lois de l'univers du questionnement de la réalité qui fait que, bah ok, je comprends totalement ça et j'arrive à le transposer à notre réalité à nous. Ouais, pour moi, ça, c'est le premier objet de lecture, tu vois. T'as ta première dimension de lecture en mode, il te donne les clés, tu prends, tu plaques.
Sauf que pour moi, ça dépasse ça ensuite. Tu as dépassé ça pour aller où? Bah, pour aller vers le cœur de son film. Pour moi, le cœur de son film, c'est les questionnements qu'il y pose. Enfin, tu vois, c'est un être humain normal, quoi. Je pense que ces questions, et quand tu vois le fait que la thématique de la temporalité revient à chacun de ses films, pour moi, c'est aussi une recherche. Et je pense pas qu'il ait les solutions, en fait, ou qu'il ait les réponses. Je pense que ces films, c'est une recherche, en fait, sensorielle, c'est une recherche physique de ces concepts métaphysiques et abstraits. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils procèdent les informations, je pense. C'est vrai que c'est un dénominateur commun, mais pour moi, c'est un moyen plus qu'une destination dans ces films. En gros, c'est pas un thème principal, c'est juste un moyen d'aller vers son thème principal. Ouais, peut-être. Je sais pas trop. C'est un moyen d'appréhender le monde pour arriver à questionner le deuil. Mais toi, tu as l'impression que c'est le moyen et la destination. Pour moi, c'est le moyen et là où il veut arriver, quoi. Voilà. Pour moi, il veut arriver à cet endroit-là. Il veut aller chercher cette chose précise, plus que le deuil. Tu vois, parce que quand tu regardes des infos sur Inception, tu te rends compte qu'avant, donc il avait fait ce film de casse, donc vraiment Inception tel que c'est, sans la problématique de Cobb qui avait perdu sa femme. Et en fait, il s'est rendu compte que le scénario marchait pas bien, qu'il y avait un truc en fait qui fonctionnait pas. Et je pense que c'était justement le problème émotionnel du fait que quand tu le lis, tu n'as aucune attache. Pour moi, c'est vraiment genre le problème Tenet, quoi. Et je pense que c'est ça, en fait, qui l'a fait changer d'avis, enfin, qui l'a engagé sur le chemin de l'émotionnel, tu vois, pour aller chercher, en fait, le spectateur et le garder avec lui. Ah oui, mais le questionnement de la réalité, pour moi, ou du temps, c'est juste une voiture. Et la truc émotionnel, pour moi, c'est la destination. Ouais, mais le film, il tient sans le passage sur le deuil. Mais le deuil, il tient pas sans... Moi, je suis pas sûr. Bah si, je pense que le film tient debout. Tu trouves? Je sais pas. Genre, attends, si t'enlèves toute l'histoire sur le deuil, tu trouves que le film se tient debout? Bah, je pense qu'il y aurait quand même une cohérence. Il y aurait quand même un cœur du film. Les questions, je pense que ce seraient les mêmes, elles changeraient pas. Ah ouais, pour moi, c'est la charpente, la colonne vertébrale. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu l'enlèves, pour Si moi... t'enlèves ça, le film, c'est juste plein d'idées et basta, quoi. Oui, mais les questions... Bah, je sais pas. Faudrait regarder, faudrait chercher. Moi, j'aimerais beaucoup avoir un brouillon du scénario avant d'avoir le truc, toute la partie sur le deuil. Je trouverais ça vraiment intéressant. Donc Nolan, si tu nous écoutes, envoie-nous par l'adresse mail en dessous la description du podcast, envoie-nous le scénario original. Merci. Voilà. Et là, bah non, mieux répondre à notre question. Ah bah oui, répondre à notre question simplement, parce que ça nous éviterait de lire 200 pages, quoi, en anglais en plus. Oh là là. Non, mais bon, bref, voilà. Je pense que sur ce point, Voilà, donc on ne sera jamais d'accord. Voilà. on sera jamais d'accord, effectivement. Donc dites-nous pour quel team êtes-vous? Non, de quoi pensez-vous du Non, film? mais ouais. En vrai, ça m'intéresse. Ah oui, d'avoir, carrément, d'avoir un panel pour savoir où vous vous placez, vous, en tant que spectateur, comment vous avez interprété le film, vous, personnellement, au-delà de toutes les théories qui sortent sur Internet et tout. Comment vous l'avez ressenti et qu'est-ce que vous en tirez, tout simplement. Exactement. Et je pense que ça peut être très intéressant pour nous, pour même notre appréhension du film. Bah ouais, c'est un partage, quoi. Exactement. Parce qu'on ressent tous ces films différemment. Au final, nous, on se permet de faire des analyses, mais ça change pas que c'est... Grave. Enfin, c'est que des interprétations. C'est notre propre psyché qui prend les informations et qui les traite. Donc forcément, on n'aura jamais la même analyse que quelqu'un d'autre. Exactement. Et de toute façon, on prétendra jamais d'avoir l'analyse ultime ou les clés de compréhension d'un film. Ouais. Non, nous, ce qu'on donne, c'est un point de vue. Exactement. Au point, on pourra plus jamais retravailler sur Nolan, parce que sinon, ça va être horrible. Mais Bon, ne vous attendez jamais un épisode sur Christopher Nolan, parce que ça n'aura pas lieu. Sinon, déjà, on va avoir 3 heures de podcast. Bref, horrible. Bon, après, j'ose espérer qu'Oppenheimer sera beaucoup plus simple à comprendre et moins complexe. Mais bon, vu le Ouais, coco, c'est un peu... ouais, on C'est verra. un peu naïf hein, comme vision, parce que Ouais, là... ouais, bah, j'ai l'espoir d'un film mineur, mais bon, Non, tu te trompes voilà. complètement. Non, je sais rien. Mais à voir, on verra. Exactement. Bon, bah sur ce, Bah, merci à vous de nous avoir écoutés, hein d'avoir tenu jusque-là. et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Exactement. Toujours à 2, Toujours à 2. toujours prêt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les news. Exactement. Et on se revoit très bientôt. Donc c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Ce podcast, il serait pas là sans Théo Mouti, aka M2TY, qui assure toute la post-production du podcast
et la composition musicale, ainsi qu'à l'artiste Moria via son entreprise Hérésie Graphique, qui nous a fait un taf incroyable pour imaginer et créer le design pour Cinématrice. Donc, un très grand merci à eux. Vous pourrez bien évidemment suivre leur travail via leurs liens inscrits dans la description de tous les épisodes. On vous encourage grandement à le faire car ils sont juste très talentueux. Prenez soin de vous, à la prochaine et gros bisous. Ciao.